Endettement, 1947, c'était sur la radio nationale, la semaine de bonté. Je vais enchaîner sur l'actualité si vous le permettez. Voici le cas d'aujourd'hui, c'est le cas numéro 77. Ce garçon est seul, son père prisonnier est mort en Allemagne, sa mère est en Sanaa, elle ne touche pas encore sa pension de veuve, il vit chez sa grand-mère. Vous imaginez la misère de ce garçon? Il voudrait gagner sa vie le plus tôt possible. Pour cela, il faut qu'il puisse terminer ses études à l'école d'électricité. 10 000 francs sont nécessaires. Voulez-vous les lui envoyer? Que ceux qui ne peuvent donner que 100 francs les donnent. Que ceux qui peuvent en donner 1000 les envoient, mais les envoient vite. Songez que ces 10 000 francs, ce n'est pas un secours. C'est le moyen pour ce garçon d'avoir un métier dans la vie. Cas 77, souvenez-vous-en. Adressez vos dons à la semaine de bonté, 175 boulevard Saint-Germain, Paris 6e, compte chèque postal Paris 452. 1947, André Guélin, la charité? Oui, 1947. 1947, c'est effectivement, comme le dit le texte radiophonique, c'est la fin de la guerre. Et par conséquent, il y a un problème immense en France. Un problème concret, c'est le problème du logement. Ce qui va donner l'abbé Pierre, quelques années plus tard, l'appel de 1954. Je crois que la France, on le sait, n'a pas construit dans l'entre-deux-guerres, du fait que les propriétaires n'y étaient pas incités, dit-on, par le blocage des loyers. En tout cas, du fait de l'afflux démographique, il y a un problème crucial de logement. Et par conséquent, il y a une véritable spéculation sur le logement, sur les loyers. Et par conséquent, il y a des gens qui sont jetés dans la pauvreté comme cela. Alors évidemment, c'est quelque chose de temporaire, puisque on est en 1947, c'est-à-dire que la France n'a pas repris sa croissance, et après, évidemment, elle va reprendre sa croissance, et des gens vont avoir du travail, ils vont pouvoir payer. Mais en même temps, à part un nouveau phénomène en 1947 dont ne parle pas le reportage, c'est la montée des immigrés. C'est-à-dire des populations nouvelles et de nouveaux pauvres à nouveau, parce que l'histoire était toujours semée par l'arrivée de vagues de nouveaux pauvres. Et ces nouveaux pauvres qui apparaissent en France en 1947, eh bien, c'est essentiellement les immigrés, ceux qui viennent et qui ont des difficultés à s'insérer dans la société française. Mais Serge Pogam, quand on étudie cette question de la pauvreté, on voit bien qu'il y a des écoles différentes qui travaillent sur ce sujet-là, des écoles qui mettent l'accent sur la nécessité justement d'aider les pauvres dans une tradition dont on pourrait dire qu'elle est charitable, entre guillemets, sans que ça soit une façon péjorative d'en parler. Et puis, il y a d'autres écoles qui insistent sur le fait que aider ces pauvres, c'est maintenir du lien social, c'est aider aussi à la société pour éviter qu'elle n'explose, donc éviter la révolution ou éviter la révolte, etc. Il y a tout un tas de façons de voir ces pauvres et le rapport que les pauvres et la société entretiennent entre eux. Oui, bien sûr. Alors, c'est intéressant d'ailleurs de partir de ce que l'on vient d'entendre qui date de 1947, parce que là, effectivement, c'est un exemple qui met en avant la charité, le devoir de charité. Mais cette période, quand on réfléchit bien, est aussi une période très riche du point de vue de la mise en place de la protection sociale, de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on est juste après la naissance de la sécurité sociale. Et donc ça, c'est un élan assez tout à fait exceptionnel dans l'histoire de André Guélin, spécialiste de la sécurité sociale aussi. Juste, il y avait une affiche en 1945 pour diffuser la sécurité sociale, c'est marqué « Faire la guerre, la misère ». On voyait un balai, oust, la misère, partez. On pensait qu'on allait faire la guerre, la misère. Donc c'est bien ça, et c'est bien par l'idée que l'on doit être solidaire, mais solidaire à travers un contrat social, et à travers un système qui n'est pas corporatiste. La sécurité sociale va devenir corporatiste, et va reproduire les inégalités, parce que c'est pas aujourd'hui toujours admis, mais en tout cas c'est la réalité. Or, il me semble que effectivement, on peut réfléchir à la pauvreté à partir des mécanismes de solidarité privée ou à partir de l'humanitaire, à partir de la charité, mais on doit aussi réfléchir à la pauvreté en termes de prise en charge globale d'un phénomène par des mesures préventives et par des mesures de solidarité nationale. Et c'est à travers le système de sécurité sociale que l'on a eu, à un moment donné, cette ambition que l'on a un peu oubliée aujourd'hui, parce que on n'est
plutôt dans un système très très dual de fonctionnement de la protection sociale. C'est ce que vous citiez Zimmel tout à l'heure, et il disait ce qui compte, c'est l'attitude de la société vis-à-vis de ces pauvres, justement. C'est donc la question de savoir quel est le rapport qu'entretient la société avec la pauvreté, les pauvres. Et puis Zimmel disait que l'assistance entretient le statu quo social. Enfin, c'est avec clairement. Cette nuance, si vous me permettez, avec cette nuance, c'est que la sécurité sociale est fondée sur un homme au travail. Et par conséquent, celui qui travaille est assuré, celui qui ne travaille pas n'est pas assuré. Et ne gère pas la question de la grande pauvreté. Et nous l'évoquions il y a 3 semaines dans une histoire du chômage, où nous évoquions le fait qu'effectivement, les créateurs de la sécurité sociale, d'après les dires de Pierre Laroque soi-même, n'avaient même pas pensé dans un contexte de recréation, de redéveloppement, où la question du plein emploi était inscrite même dans la notion du pacte social de la libération, n'avaient même pas pensé à intégrer la question du chômage à l'intérieur de la sécurité sociale. Exactement, par une sorte de darwinisme social, on se dit que la crise est derrière nous, que la période postérieure à la guerre va être marquée par une croissance, par une production plus grande, et par conséquent que les pauvres, qui étaient considérés comme des pauvres marginaux, parce que, évidemment, on a parlé de paupérisme pour le 19e, mais à nouveau, dans l'entre-deux-guerres, on pense que la pauvreté est marginale. Et en termes de représentation, c'est le Boudu sauvé des eaux, c'est le bon clochard sous les ponts de Paris, etc. et tout. On pense que les pauvres ont fait choix de pauvreté. Et on choisit la pauvreté, tel Boudu Michel Simon, qui choisit la pauvreté, qui choisit d'être clochard sur les ponts de Paris et qui refuse la bourgeoisie. Et alors, évidemment, on n'avait pas compris du tout ce qui s'est passé, et les fondateurs de la sécurité sociale font un modèle, mais d'un homme au travail. Mais en quoi cela? Ils sont classiques. La France était assise sur cette notion de valeur travail. Donc, par conséquent, on a continué. Ils correspondent parfaitement à l'époque dans laquelle ils sont, et ils ne voient pas, effectivement, les transformations sociales à l'œuvre. C'est ce que vous voulez dire. Il faudra seulement voir le RMI en 1988 pour que là, véritablement, on imagine que l'homme peut ne pas travailler. Serge Pogam, vous qui avez beaucoup travaillé sur ces questions de RMI en particulier. Encore que le RMI reste encore très fortement attaché à l'idée de l'insertion et du retour à l'emploi. Enfin, le RMI, c'est pas simplement le revenu sans référence à l'idée de l'insertion professionnelle et sociale, parce qu'on en a beaucoup discuté au moment du vote de la loi sur le RMI en 1988 à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai, et vous avez entièrement raison, que nous sommes encore très très fortement attachés à cette idée que le plein emploi est nécessaire pour organiser la solidarité, et tant qu'on n'est pas dans un régime de plein emploi, il risque d'y avoir une scission et un développement de l'assistance. Patrick Singolani. Oui, non, moi je pensais un petit peu par rapport à ce qu'on a entendu et par rapport à ce que vous avez pu dire, évoquer, c'est l'écart qu'il peut y avoir par exemple avec aujourd'hui un certain nombre d'énoncés ou qui nous viennent d'ailleurs, enfin l'expression vient des États-Unis, enfin c'est l'idée de blâmer la victime, quoi. Je veux dire, on est quand même il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui aussi du côté de l'idée que les pauvres, c'est bien beau la solidarité, mais que justement est-ce qu'ils ne mériteraient pas un peu leur sort? Voilà, il faut du monitoring du comportement pour les réinstaller dans un emploi dont on ne sait pas si effectivement cet emploi existe, mais en tout cas il y a tout un discours quand même maintenant qui venant globalement du modèle anglo-saxon quand même incline à repolisser au sens proche de la police au sens strict, à repolisser l'univers de la pauvreté, l'univers du chômage. Et d'ailleurs je sais pas, monsieur Guélin est parti tout de suite sur quelque chose qu'on n'emploie pas qu'on ne peut pas employer, qu'on n'emploie pas encore dans cette société, c'est la catégorie de bons et de mauvais pauvres. Mais on peut se demander si quelque chose ici n'est pas en train d'effleurer dans nos sociétés. Mais ça, c'est une question que je pose. Aussi, on ne l'emploie pas encore, la catégorie de bons et de mauvais pauvres. On l'a beaucoup employé au fil du temps. Enfin, je ne sais pas. André Guélin?
Oui, c'est une catégorie historique. On l'emploie dès l'époque moderne, tout au long du 19e siècle, elle est bon et mauvais, et on l'emploie encore au 20e siècle. Oui, c'est Claude une Gauvard. catégorie médiévale, en fait. C'est une parce catégorie que, médiévale. oui, tout à fait. Parce que le bon pauvre, c'est celui, effectivement, qui réside. suit, voilà, oui, et puis qui suit le modèle du Christ, qui se comporte bien, etc. Alors que le mauvais pauvre, c'est justement Celui qu'on ne connaît le mendiant valide, Qu'on qui ne connaît refuse pas. déjà, voilà, Oui. et qui vient d'ailleurs. C'est Qui vient d'ailleurs. l'ancien vagabond. Il y a une petite histoire que je peux raconter, qui est très amusante, qui est une petite histoire qui se place au début du XVe siècle. Il y a un pauvre mendiant aveugle qui est vraiment installé derrière le chœur de Notre-Dame, derrière le pilier, et il se fait voler par un vagabond qui le trompe sur le change. Eh bien, le texte dit « pauvre mendiant aveugle » et pour l'autre « homme demeurant partout », lequel des deux est le plus pauvre ? Serge Pogam. Oui, sur la question des mauvais pauvres, je crois qu'il faut quand même souligner, première chose, que dans le cadre de la réflexion sur le RMI, c'est politiquement incorrect de parler de mauvais pauvres. Et vous ne voyez personne utiliser l'expression de mauvais pauvres à l'Assemblée nationale. On est dans l'idée de la dette de la nation française à l'égard des plus défavorisés. Donc, et on arrive à un consensus autour de cette idée de la dette nationale. Alors ça, c'est vraiment un moment historique aussi. On est 2 siècles après la Révolution française, 2 siècles après la mise en place du comité de mendicité, après la Révolution. Donc, on est dans une période vraiment où on croit que l'on va pouvoir résoudre le problème de la pauvreté par par ce volontarisme. Il n'empêche que depuis quelques années, dans toutes les études que nous réalisons en Europe, nous voyons une remontée de l'explication de la pauvreté par la paresse. S'il y a de la pauvreté, c'est parce qu'il y a des gens qui... Même chose pour le chômage, il faut le dire. Tout à fait. C'est l'explication par l'injustice qui décline de plus en plus. Les personnes expliquent la pauvreté par la paresse. Et alors, si vous dites c'est une enquête internationale, donc européenne, qu'est-ce qui explique? Ça n'est pas donc le contexte simplement français qui est en cause, puisque ça a l'air d'être le cas dans d'autres pays, et ça n'est pas simplement le fait que malgré les aides, etc., le taux de chômage demeure toujours à peu près au même niveau depuis plusieurs dizaines d'années. Avec des variations. Mais les champions en Europe de l'explication de la pauvreté par la paresse, ce sont les Anglais. Les Anglais ont toujours expliqué davantage la pauvreté par la paresse. Mais il y a des variations. Si vous voulez, quand on était au pic du chômage dans les années 90, autour du milieu des années 90, là, on avait un affaiblissement justement de cette explication de la pauvreté par la paresse. Or, depuis, cette explication est très répandue, et dans tous les pays européens. André Guélin. Oui, ce que je voulais ajouter, et puis pour nuancer, mais sans remettre en cause du tout ce que dit Serge Pogam, qui connaît parfaitement son affaire, mais je voudrais dire également qu'il y a une deuxième réaction de la société française. Il me semble que cette montée de la pauvreté fait que certains individus qui ne sont pas pauvres se disent que quand ils voient un pauvre, ils pourraient devenir pauvres. On nous raconte sur les médias constamment de mauvaises histoires, c'est pas de belles histoires, de cadres supérieurs tombés en déchéance, d'employés de la sécurité sociale qu'on retrouve sur le trottoir, etc. et tout, donc sur le trottoir à faire la mendicité. Donc par conséquent, et si c'était pas moi demain ce pauvre? Je crois que la société française a profondément changé sa vision de la pauvreté. Longtemps, effectivement, il y a une vision univoque, univalente, qui était pauvreté égale paresse, égale oisiveté, égale mauvais pauvre, même si on le disait pas. Hein. Et dans les discussions de l'Assemblée nationale sur le RMI, on a retrouvé ces expressions, même si on n'a pas dit bon et mauvais pauvre nominalement, ça voulait dire ça quand même. Hein. Il y a quand même certains députés qui sont intervenus, et notamment dans les journaux, c'était un petit peu ambigu. Donc ils reprenaient pas l'expression, mais c'était tout comme. Et alors je pense qu'aujourd'hui, on a profondément évolué face à la pauvreté. C'est-à-dire que la question caritative anime toujours les gens. Je crois que c'est quelque chose de profond, c'est du bénévolat, c'est peut-être pas l'antique charité, c'est peut-être la philanthropie tout simplement, mais également il y a cette idée que et si c'était moi demain? Amélie Meff. Oui, en même temps, on voit aussi réapparaître des arrêtés anti-mendicité, donc il y a aussi une répression qui se remet en place. Bien sûr, bien donc, sûr. Bien donc sûr, cette vision oui. violation des droits de l'homme et tout ça, c'est pas... Non, mais les arrêtés anti-mendicité, il n'y a pas des arrêtés, il y a l'arrêté Sarkozy, bon, qui vaut ce qu'il vaut, qui a été une résurgence du vieux délit de mendicité qu'on avait créé au début de l'Empire.
du Premier Empire qu'on avait supprimé dans les années 70 et qui a ressurgi maintenant. Alors effectivement, ça c'est réel, c'est un coup de barre, si j'ose dire, vers la répression, mais c'est pas quand même une vraie répression. Parce que si vous regardez le texte, alors évidemment ça permet d'exclure les mendiants des centres-villes, des choses comme ça, mais néanmoins c'est quand même pas une loi globale et massive contre la pauvreté. On peut pas parler de ça. Claude Gauvin. Oui, en écoutant ce qui vient d'être dit, je me disais qu'on retourne d'une certaine façon à l'analyse médiévale de la condition humaine avec la roue de la fortune, qui est quand même un thème qui est un thème très très développé à la fin du Moyen-Âge, justement au moment où il y a la crise. Les crises démographiques, économiques, dramatiques de la fin du Moyen-Âge, puisque quand même entre un tiers et la moitié de la population a disparu, c'est quand même pas rien. Donc il y a cette idée, si vous voulez, de roue de la fortune qui fait partie de la condition humaine. Je crois que il est assez raisonnable peut-être de réfléchir à l'apport du passé.